Il fait la déclaration et il certifie sur l'honneur pour dire qu'il n'a jamais obtenu cette nationalité. Il faudrait avoir des éléments contraires pour essayer d'opposer à Moïse Katumbi. Et vous savez aujourd'hui, la diaspora, moi je suis la diaspora, je ne suis pas français, je n'ai pas changé de nationalité. Mais je vois plusieurs amis de la diaspora qui se défilent, où je sais par exemple qu'ils sont... Je peux les savoir, mais je ne suis pas là pour faire la délation. La CENI ou les services de l'État vont compter sur la bonne foi et sur l'honneur des gens qui vont faire la déclaration. Ça, c'est le premier point à retenir. Et Moïse Katumbi a été candidat en tant que Congolais, non pas en tant qu'Italien. Il a menti. Ça, c'est d'abord un fait qu'il faut considérer. Il vous a menti aussi. Je veux dire ceci, était-il seul dans ces cas? La réponse est clairement non. Parce que nous voyons qu'il y a d'autres personnes aussi dans notre pays qui étaient aussi élues en étant congolais. Je vais donner l'exemple, par exemple, du Premier ministre Sami Badibanga. Parlons-en, puisque les gens essaient d'évoquer cela. Il est député national. Il a été élu alors que plus tard, nous avons su qu'il était aussi belge. Mais il était élu dans les listes des l'IDPC alliés, par exemple. Donc, vous voyez que c'est un problème d'ordre général qu'aujourd'hui, nous devons essayer de normaliser. On ne peut pas continuer à répétition dans cette situation, parce que c'est une violation flagrante de la loi et de la Constitution. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner par la violation, parce que plusieurs fois la Constitution a été violée sur un domaine, peut-être par ignorance de certains faits, que nous devons penser que ça devient la norme. Non. Alors, mais deuxièmement, Moïse Katumbi, c'est lui, personnellement, à travers ses conseils, je pense, qui avait écrit en Italie, c'était en 2017, je pense, ou 2016, si je ne m'abuse, c'était pour renoncer à sa nationalité italienne. C'était après être déclaré déjà candidat président de la République. Sur le plan moral, ça pose déjà un problème. Pourquoi? Ça pose un problème. Mais il l'a fait pour respecter la Constitution. J'ai dit sur le plan moral, oui. Ça pose un problème parce qu'il savait pertinemment bien qu'il ne peut se déclarer candidat président de la République que celui qui est congolais d'origine. Et il ne l'était plus. Mais il s'est quand même déclaré candidat président de la République. Il écrit, je veux dire à la commune en Italie, qui lui a octroyé la nationalité. La commune y répond, mais c'est que lui ne savait pas. Les services de l'État sont quand même des services plus ou moins sérieux. On ne va tout simplement pas répondre à l'intéressé, mais on doit aussi réserver une copie à son ambassade des affaires étrangères. C'est là maintenant que l'affaire avait commencé à fuiter. C'est une correspondance qui est venue de l'Italie, dont copie a été réservée à l'ambassade de la RDC à travers les consulats de l'Italie. Oui. C'est comme ça que l'affaire maintenant s'est ébruitée. C'est comme ça que le ministre Tambo Mamba en avait déjà parlé, je pense que c'était au mois de juin 2017. Il avait déjà évoqué les problèmes. En évoquant les problèmes, il avait tendu une perche à l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Normalisez votre situation, ne continuez pas à crier partout je suis candidat. Parce que la démarche maintenant c'est quoi? C'est maintenant de redemander sa nationalité congolaise qu'il avait perdue. Et pour la redemander, il faut juste saisir le ministère de la Justice, bien entendu, copie réservée à tous les services compétents, et attendre que les dossiers soient instruits, et peut-être ça peut nécessiter votre présence physique pour que cela vous soit réoctroyé, si vous me permettez l'expression. Les problèmes, c'est quoi? Pour ce qui est de Moïse Katumbi, je peux les comprendre. Il y a deux problèmes à son niveau. Le premier problème, c'est que, peut-être par une prétention démesurée, il est dans une logique de défier l'État. Parce que partout où il est passé, il a fait les procès de la justice congolaise. Il est dans cette logique de défier l'État, libre à lui. Mais le deuxième problème, peut-être parce qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ça peut aussi poser un problème de son côté. Mais ils sont des problèmes qu'on affronte à la vie. Il ne faudrait pas que dans sa communication, qu'il essaye d'impliquer la majorité présidentielle qui n'a rien à voir par rapport à ces dispositions de la loi. Et je vais aller plus loin pour dire que ceux-là aujourd'hui qui pensent devenir candidats, qui sont dans cette situation-là, ils doivent savoir que la CENI, cette fois-ci, je le pense, sera plus vigilante. Donc, il est temps aujourd'hui que ces gens, ces personnes, qu'ils soient du côté de l'opposition, ou qu'ils soient du côté de la majorité présidentielle, qui régularisent leur situation. Mais je crois que la seule façon de régulariser cette situation, c'est de revoir cet article, parce que ce problème, il est général. On risque d'avoir une nouvelle classe politique. Parce que tout le monde, pratiquement tout le monde, est étranger ici. En partant de députés, sénateurs, ministres. Pas pratiquement tout le monde Papi Tamba qui est en face de vous n'est pas étranger. Donc, c'est pas tout le monde. Je ne suis pas français, donc vous n'êtes pas étranger aussi. Donc, vous n'allez pas dire, le président Obé-Minakou n'est pas étranger. Je peux vous citer tant d'autres. Notre secrétaire permanent, Chadar, il n'est pas étranger. Et la liste peut continuer. Il est aussi député national, il ne faut pas l'oublier. Donc,
Les problèmes qui se posent à ce niveau-là, si nous voulons aujourd'hui dire qu'une fois pour toutes, nous devons essayer de libérer, hein, c'est les termes que j'essaie d'utiliser, les prescrits de l'article 10 pour l'ouvrir à la possibilité à n'importe quel Congolais d'acquérir plusieurs nationalités. C'est le peuple qui l'a verrouillé, qui a accepté que les choses soient comme telles. Nous devons consulter les peuples. Et ça sera une occasion pour consulter les peuples une fois pour toutes pour d'autres matières. Il n'y a pas de raison pour que certains se disent que pour cette matière, nous voulons consulter les peuples, mais en pensant que les autres n'ont pas droit pour des matières qui font un peu désordre dans leurs intelligences, qui n'ont pas droit de consulter les peuples. Mais nous avons vu des chefs coutumiers dire que Moïse Katumbi est congolais. Le fait qu'il ait déjà perdu la nationalité italienne, il est congolais. Parce que puisqu'il a perdu cette nationalité et qu'il doit recouvrir la nationalité congolaise, mais non, qu'est-ce qu'il est? Il a quelle nationalité présentement? Personne aujourd'hui ne conteste à M. Moïse Katumbi ses origines congolaises. La démarche des chefs coutumiers, peut-être financée par lui, c'est un coup d'épée dans l'eau. Non. Les problèmes, je dis peut-être, ok, peut-être financé par lui, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. Oui. Les problèmes, c'est qu'il a perdu cette nationalité conformément à notre constitution lorsqu'il a acquis la nationalité italienne. Maintenant, que dit la loi? La loi est assez claire là-dessus. Il faut qu'il refasse, ou bien il faut qu'il puisse faire des démarches appropriées. Et ces démarches-là, il ne les a pas faites. Et j'essaie de vous dire pourquoi. Soit parce qu'il veut défier la justice, ça vous l'aviez dit. Soit parce qu'il a ses déboires judiciaires. Mais à voir aujourd'hui, à l'allure où la politique congolaise bouge là, il est très difficile aujourd'hui que Moïse Katumbi, faisant cette démarche, de recevoir la nationalité congolaise avant. Parce que, apparemment, le candidat Moïse Katumbi dérange. Permettez-moi de citer un peu le ministre Mende. Vous savez, lorsque le ministre Mende, c'était après la démission de Moïse Katumbi, d'IPPRD et en tant que gouverneur, il a fait des déclarations, il a pensé qu'il va démissionner en pompe. Le ministre Mende lui a répondu que les créateurs ne peuvent pas avoir peur de sa créature. Je pense que les faits se vérifient aujourd'hui. Moïse Katumbi qui partait dans l'opposition avec l'idée, nous sommes plus ou moins informés, de faire 3 mois dans l'opposition et par quel mécanisme, je ne sais pas, qu'il va récupérer les pouvoirs. Et je pense que ça va faire environ plus de 2 ans. Nous sommes à plus de 830 jours. Plus, je dis bien, où M. Moïse Katumbi est encore dans l'opposition et est en train de faire le tour du monde parce qu'il ne veut pas affronter la justice. Alors dire que Moïse Katumbi fait peur, ce langage-là commence à devenir un peu enfantin. Il devient enfantin. Parce que la majorité présidentielle, lorsque nous nous préparons, et principalement mon parti, les PPRD, nous ne nous préparons pas pour les élections en fonction des candidats. Nous nous préparons en fonction de l'opposition dans l'ensemble. Et peu importe les candidats qu'ils présenteront. Cette opposition, comme l'a dit le chef de l'État en 2011, ensemble ou désignée, elle sera battue. Peu importe les candidats qui vont aligner. Mais M. Tamba, vous n'avez pas peur de la préélection, de ce que ça va conduire après, peut-être un chaos généralisé, sans la présence de Moïse Katumbi, comme l'a dit Kyungu? Pas de candidature de Moïse Katumbi, pas d'élections. Et si vous avez des élections sans lui, vous n'avez pas peur d'un chaos généralisé? Il y a quelqu'un dans ces pays qui a, j'avais dénombré à un moment 11 menaces. Il a menacé 11 fois la République. Qui ça? C'est le fait président Etienne Tshisekedi. 11 fois, il a menacé la République. Je peux croire qu'il avait un charisme plus que Moïse Katumbi. Je peux vous dire que la République est très solide. Chaque fois il venait, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se passer. Rien ne s'est passé. Rappelez-vous de la phrase la plus récente. Le 30 juin 2005 à minuit, tout s'arrête. En 2006, si je ne suis pas candidat, rien ne sera fait. C'est lui qui a rejoint la République en 2011. On s'appelle Moïse Katumbi parce qu'on s'appelle Kyungu. Et de penser que seul, on aurait une baguette magique pour faire trembler la République, hein, c'est dépassé. Si c'est ce que son équipe de communication essaie de lui faire voir ou de lui faire croire, qu'il s'amende un peu lui-même pour qu'il puisse revêtir l'humilité. Voilà. Est-ce que vous êtes encore vous-même confiant du processus électoral et de son aboutissement en regardant les partis politiques aujourd'hui qui sont très sceptiques
très douteux. Il y en a qui rejettent la machine à voter. Quand vous parlez du rejet de ces processus que nous devons nous poser, est-ce que l'opposition est prête pour les élections? Est-ce qu'ils ne sont pas à la recherche des prétextes? Mais c'est Floride. Les calendriers ont été publiés le 5 novembre 2017. C'était le 5 novembre 2017. Personne ne parlait encore de la machine à voter. On ne parlait même pas de la révision des fichiers électoraux qui n'était même pas encore arrivé à son terme. Mais le même soir que les calendriers étaient publiés, l'opposition l'a rejeté. Le même soir. Vous avez dit pour quel motif? C'était au motif que les élections n'étaient pas organisées avant le 31 décembre. 10 jours après, ils vont revenir avec une autre manifestation disant que nous allons organiser la désobéissance civile. Nous rejetons les calendriers, mais cette fois-ci sans motif valable. La même opposition va revenir 15 jours après, c'est-à-dire le 30 novembre, pour dire que nous rejetons les calendriers. Pourquoi? Parce que nous voulons la transition sans Kabila. Nous sommes déjà à 3 coups. La même opposition revient le 19 décembre, toujours 2017, pour dire que nous rejetons les calendriers. Pour nous, il faut les élections avant le 31 décembre. L'enrôlement n'était même pas encore terminé. Nous sommes à la 4e raison. Le 31 décembre, la même opposition revient pour dire que nous rejetons les élections pour cause des mesures de décrispation. Nous sommes à 5 raisons. Et là, ils ont invité un prélat catholique dans la course, qui est venu se joindre avec l'opération 50-50. Et aujourd'hui, cette opposition vient nous dire révision du fichier électoral, rejet de la machine à voter. Ils sont à 7 coups. C'est-à-dire, ce sont des prétextes fallacieux. La vérité est qu'elles ne sont pas prêtes pour les élections. Maintenant, allons au niveau de l'argumentaire. Ils rejettent la machine à voter pour quelles raisons? Premièrement, c'est un vote électronique. Plusieurs fois, il a été démontré que ce n'est pas un vote électronique. Il a été démontré plusieurs fois, je ne veux pas y revenir. Aujourd'hui, il parle de la révision du fichier électoral. Le président Nang a dit que je suis favorable. Je ne trouve aucun inconvénient pour que nous puissions réviser le fichier électoral. Donc ce sont des prétextes qui tombent. La machine à voter, ils ont donné un nom, ils ont accolé un nom à la machine à voter, machine à tricher, machine à voler. Ok, c'est bien d'avoir la permission des mondes à la vie. Mais dites-nous, comment la tricherie peut s'organiser? La tricherie, mais tous nous avons besoin de savoir s'il y a des tricheries pour qu'on arrête un processus. La majorité présidentielle n'a pas besoin de tricher. La majorité présidentielle a toujours gagné les élections haut la main. Attendez. Donc il n'y a pas d'argument de leur part et ils sont dans les prétextes fallacieux jusqu'à ce qu'ils veulent nous conduire dans tous les sens. Monsieur Tamba, comment se fait-il que vous soyez, vous seul, majorité présidentielle à défendre la machine à voter? Ça veut dire, vous n'êtes pas seul, vous êtes vous et Nanga. Tous les autres refusent. Même toute l'opposition refuse. Et même les Coréens, les Sud-Coréens. Non, il ne faut pas essayer de faire dire aux Sud-Coréens ce qu'ils n'ont pas dit. Allez-y. Je vais y revenir, Oui. mais la majorité présidentielle, c'est une plateforme qui prend aujourd'hui au moins plus de 201 partis politiques. Oui, vous êtes seul. Donc, non, j'ai dit plus de 201 partis politiques. La plateforme. Deuxièmement, le communiqué aujourd'hui qui a été signé, ce n'est pas signé par tous les opposants. Vous savez, il y a... je ne sais pas trop prononcer ça en anglais, cette organisation des droits de l'homme, qui a toujours été hostile à la République démocratique du Congo. Mais il vient de faire une déclaration pour dire que pour eux, pour qu'il y ait des élections cette année, ils pensent qu'il faut recourir à la machine à voter. Ils ont déjà... Donc ça veut dire que s'il n'y a pas que la majorité présidentielle, il y a des déclarations par-ci par-là. Pour ce qui est maintenant de l'histoire des Coréens, laissez-moi dire aux Congolais, avant même de parler des problèmes qui font actualité aujourd'hui, mais il y avait des lobbies qui s'étaient organisés pour aller trouver la société. La société qui n'a même pas l'intelligence, c'est-à-dire que ce n'est pas la société qui a inventé la machine à voter, c'est une invention congolaise depuis l'abbé Malou Malou. La société n'est que là pour offrir ses services en fin de la reproduction. Mais ils sont allés les trouver pour dire que l'État congolais n'est pas un bon payeur. Faites très attention. Ça montre déjà clairement qu'il y a une manœuvre subtile de l'autre côté pour empêcher les élections. Parce que si l'argument était que la machine à voter consacrait la tricherie, il ne fallait pas qu'il commence par l'argument de dire que l'État congolais n'est pas bon payeur. Ayant échoué, ils ont encore activé leur mécanisme
pour maintenant faire parler à l'État congolais. Mais les élections et puis démocratiques du Congo, c'est une affaire des Congolais. Ils peuvent aller trouver l'État coréen a quelle déclaration à faire pour une affaire des Congolais. Donc, à la rigueur, on s'en fout de tout cela. C'est encore un coup de pied dans l'eau. Nous, ce que nous voulons et ce que nous attendons, que ces opposants qui suivent cette émission, qui m'entendent, qui nous donnent la pertinence de leurs arguments. Machine à voler, machine à tricher, oh, ok. Par quel mécanisme? C'est un débat. Vous qui êtes journaliste, allez les trouver. S'ils ont vraiment des arguments pertinents, nous aurons l'unité de nous joindre à eux pour dire, bon, faisons les élections sans la machine à voter. Mais pour finir, je voulais juste dire, avec la machine à voter ou sans la machine à voter, la majorité présidentielle est prête pour les élections et nous gagnerons ces élections haut la main. Alors il n'y a pas un autre moyen d'organiser ces élections-ci, à part la machine à voter? Le président Nanga a été assez clair. Il avait présenté ce qu'on appelait les schémas critiques de la CENI, qui ramenait les élections au mois de juillet 2019. Vous vous rappellerez de cet épisode, j'étais délégué même aux concertations, plutôt au dialogue de la Cité de l'Union africaine. J'ai suivi la démonstration, non pas seulement du président Nanga, mais de tous les experts. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, avec tous les brouhahas, avec toutes les contestations, mais fallacieuses, parce que c'était hypocrite. Aujourd'hui, mis devant l'évidence, nous voyons tous ces différents opposants essayer de se rétracter. Alors, le président Nanga a eu l'ingéniosité de faire appel ou de recourir à la machine à voter, et c'est ça qui nous a permis de gagner environ 3 à 4 jours. Donc, ce qui ramène les élections à la date du 23 décembre 2019. Maintenant, la vérité, c'est quoi? Si nous devons aujourd'hui, au mois d'avril, changer les procédés, d'abord, c'est un grand manque à gagner, parce que les machines sont quasiment déjà achetées. Mais deuxièmement, il n'y aura plus possibilité de tenir les élections au 23 décembre. Alors, qu'est-ce que ces gens, ces amis opposants, qu'est-ce qu'ils disent? Et vous allez comprendre la subtilité diabolique de leur part. C'est pourquoi j'aime souvent dire qu'il faut qu'ils aillent tous en enfer, quelle est leur destination. Parce qu'ils sont en train de dire, pas de machines à voter, mais nous voulons les élections le 23 décembre. Ça, c'est déjà entendu, c'est déjà vu. C'est-à-dire, ils sont toujours dans la manœuvre de vouloir compliquer les choses, sachant que ça, la machine à voter, ça ne sera pas possible au 23 décembre. Augmentons les enchères pour que nous puissions aller encore dans les conciliables et dans des dialogues à répétition. Nous, la majorité présidentielle, nous sommes fatigués des dialogues à répétition. Le peuple est souverain, allons les voir, que le peuple désigne ses représentants. Alors, on va finir cette émission. Des millions de doublons à l'occasion des opérations d'enregistrement. Ça veut dire que les choses ne se sont pas passées de façon crédible. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Vous savez, lorsqu'il y a enrôlement, on fait appel à la population. Il n'y a pas de filtre. On enrôle tout le monde. L'essentiel, vous puissiez avoir l'âge requis. Vous êtes enrôlé. On ne va pas organiser un système comme on n'a pas encore l'identification de la population avec la carte d'identité pour dire que vous, votre tête ne me plaît pas. Les gens sont venus s'enrôler, mais ils ne savaient pas que le système était performant. Aujourd'hui, le système les exfiltre. Et je pense qu'ils sont mis en infraction parce que j'ai appris que le président Nanga avait transmis les dossiers au niveau du PGR. C'est ce que j'ai appris plutôt par les médias. Pourquoi s'enrôler 2 ou 3 fois? Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais les systèmes fonctionnent tellement qu'ils ont été exfiltrés. Voilà. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous qui parlez essentiellement, vous avez été en France, vous parlez essentiellement français, vous parlez aujourd'hui aussi, vous écriviez aujourd'hui l'italien. C'est pour provoquer Moïse Katumbi que vous faites ça? Non, mais attendez, si j'essaye de parler la langue, ou j'essaye d'écrire dans la langue, par exemple, de quelqu'un qui peut être candidat, président et puis peut être en Italie, que nous connaissons très bien, en quoi ça serait l'offense? C'est de la provocation alors? En quoi ça peut être une provocation? Je ne vois pas. Nous écrivons en français et je pense que je peux user de ma liberté de chercher aussi à faire comprendre ce que j'écris en français aux Italiens. Je ne vois pas où est-ce que ça peut blesser. La provocation se trouve à quel niveau? Je pourrais par exemple vous saluer en italien. Comment ça se dit? Grazie signore. Alors Papi Tamba, on l'a vu chez Kofi Olomide, on a vu vos photos chez Kofi Olomide, et on dit que Papi Tamba est allé demander de l'argent à Kofi Olomide, et Kofi Olomide vous a traité, je ne sais pas moi, de n'importe quoi. Quelle est la vérité dans tout ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dois
me mettre à répondre à ce genre de questions, c'est strict, c'est vraiment ridicule. Je crois que mon grand frère Kofi Olomide qui est en train de suivre l'émission. Vous n'êtes pas allé demander de l'argent, hein? Non, M. Floride, un peu de... Non, moi je vous pose la question que j'ai vue sur le net. Vous savez, j'ai même du mal à répondre à une telle question. J'ai du mal à répondre à une telle question parce que... Qu'est-ce que vous faisiez chez Kofi? On parle d'un père de famille. Qu'est-ce que vous faisiez chez Kofi? C'est mon grand frère. Et je ne suis pas le seul. Quand je suis parti les voir, je n'étais pas seul. Ils jouaient au jeu des Scrabble. Moi, j'ai essayé aussi de jouer avec eux. Mais ils jouaient avec d'autres personnes aussi. Pourquoi c'est seulement Papi Tamba? Est-ce que c'est aussi la seule fois? Je crois que ce que je ferai, c'est peut-être l'inviter à mon activité du tournoi. Merci. Comme ça, au moins, on verra que non, on a même des relations de grands frères et petits frères. Alors, il faut que les Congolais arrêtent un peu, c'est trop bas. Merci. C'est vraiment trop bas. Merci il faut pas... beaucoup. C'est un père de famille, Papi Tamba. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre aux questions de décryptage sur la double nationalité, évidemment, sur le bloc, le front commun de l'opposition en rejetant la machine à voter. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Santo. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.